Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Alors, boulevard Laurent Bonnevet, rue du 4 août, d'accord, on y va, monsieur. Entendu. PS, accident, boulevard Laurent Bonnevet, à hauteur de la rue du 4 août. Bien compris, s'il vous plaît. Accident, boulevard Laurent Bonnevet, à hauteur du 4 août. Nous y allons. Police secours à la rescousse. En 1964, la police est au bout du fil, plus qu'au bout de la rue, et d'un simple coup de téléphone, elle débarque, toute sirène hurlante. Dans les années 60, on quittait le monde d'une autorité de proximité débonnaire pour rentrer dans l'ère des services spécialisés. Au moment où le président Macron évoque le retour de la police de proximité, c'est l'occasion, dans l'info dans le rétro, de revenir sur les rapports entre la population française et sa police. Une institution qui rassure ou inquiète, faite de distance ou de proximité. Avant de plonger dans les méandres des relations qui nous unissent à la police, et pour mieux cerner les missions dévolues à la nouvelle police de sécurité du quotidien voulue par le président Macron, je vous propose de regarder ce sujet de Sandra Cerquera. La police municipale patrouille chaque jour dans les rues de Dijon. Une présence sur le terrain pour tisser des liens avec les habitants, plus que d'interpeller. Ce sera l'une des principales missions de la future police de sécurité du quotidien, voulue par Emmanuel Macron. Bonne journée. Une manière de prévenir les violences, récolter des renseignements ou encore repérer des basculements radicaux. Selon de récentes études, 84% des Français sont favorables au retour de la police de proximité, supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003. Alors, pour éclairer l'histoire de ces relations entre police et population, deux personnalités sont avec moi. D'abord, Pierre Cardot. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Cardot, vous avez été maire de Chanteloup-les-Vignes. Vous êtes une de ces personnalités qui a alerté les pouvoirs publics sur cet écart parfois grandissant entre certaines catégories des populations urbaines et la police. Et vous avez d'ailleurs rendu plusieurs rapports et publié un livre avec le regretté Claude Dillin, le maire de Clichy-sous-Bois. On a regardé les archives. C'était Deux maires, courage, aux éditions Autrement. Je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour éclairer cette histoire. Et puis un historien, Emmanuel Blanchard, bien connu de cette émission, puisque vous y avez déjà officié. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'histoire de la police. J'ai retenu le dernier, La police française et les Algériens, chez Nouveau Monde Éditions. Pour commencer, une question en une phrase, Pierre Cardot. La police de proximité ou du quotidien, c'est quoi la différence? Avec quoi? Entre quoi? Entre la proximité et le quotidien, il y a une différence? A priori, si on est en proximité, ça doit être quotidien. Sinon, je ne vois pas tellement l'intérêt d'être en proximité. Si c'est de façon très irrégulière et épisodique, ça n'a rien de quotidien. Emmanuel Blanchard, moi j'ai une question à l'historien que vous êtes sur le sens de l'histoire. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui besoin de patrouilles dans les rues à l'heure de l'intelligence artificielle, des caméras de surveillance, des portables tous azimuts? La réponse est simple, oui. Puisque votre archive sur police secours était particulièrement intéressante, puisque dans ces années 60 paraissent les premiers travaux qui s'interrogent sur le fait, est-ce que la voiture, est-ce que le téléphone, c'est des travaux états-uniens en particulier, ont éloigné, rapproché la police de la population. Et il apparaît qu'en fait, une police qui use de ces moyens technologiques est une police qui en fait est une police réactive simplement, est une police qui n'est plus plongée dans la population. Et or, dans les grandes missions de police, ça permet de rebondir sur la réponse de monsieur Pierre Cardot, et il y a une police qui est extrêmement importante, c'est la police de la rue. On peut l'appeler de toutes les façons, police de sécurité publique, police de la tranquillité, police du sommeil. Il y a eu beaucoup de labels qui ont été utilisés. Après, tout dépend ce qu'on y fait dans la rue et qui le fait. Alors, je garderai toujours quand même en mémoire ce que vous venez de dire, police du sommeil, c'est assez amusant. Alors, on va remonter à ce qui me paraît, moi, être le début du problème. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy décide en 1941 de nationaliser la police, de créer la police nationale. Et on va voir celui qui est à sa tête en 1943 se livrer à une inspection de cette police nationale toute nouvelle. À Reims,
Poursuivant sa tournée à travers la France, M. René Bousquet, secrétaire général à la police, ayant à ses côtés son intendant général et les préfets de la région, inspecte le groupe urbain de la police, auquel s'est joint le groupe mobile de réserve de création récente et que nous voyons ici pour la première fois aux actualités. Bon, alors on a reconnu le tristement célèbre René Bousquet, hein, l'homme des rafles, on y reviendra peut-être, qui inspecte donc le groupe urbain de la police. Emmanuel Blanchard, c'était quoi l'idée de Pétain de créer cette police nationale en pleine occupation ? Alors en fait, cette volonté de réforme, elle date d'avant l'État français, d'avant 1941, qui est la grande loi d'étatisation, puisque c'est assez mal connu. Jusque dans les années 30, la plus grande partie des grandes villes françaises ont, au niveau de la police de la rue, la police urbaine, des polices qui sont des polices municipales. Et un certain nombre de villes sont soit en difficulté financière, soit il est reproché à ces polices d'être trop proches de leur maire, d'être politisées. Il y a notamment beaucoup de choses autour de la ville de Marseille, beaucoup de reproches qui sont adressés autour de la ville de Marseille. Et on a un mouvement dans les années 30 qui est un mouvement d'étatisation des polices, à la fois autour de Paris, dans l'ancien département de la Seine-et-Oise notamment, et dans un certain nombre de grandes villes. Et il y a de grands débats sur ces réformes, et ces débats vont aboutir à l'étatisation de 1941. Son rôle pendant la guerre, elle effectue les grandes rafles, il faut quand même le rappeler, les rafles de 1942, alors, bien sûr, dont la rafle du Veldiv. Bien sûr, les policiers français sont en pointe dans ces grandes rafles de 1942. Ça va créer un divorce entre la population et la police ? Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à juger d'aujourd'hui, puisqu'effectivement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas ces rafles qui sont retenues par ce qu'on appellera trop vite l'opinion publique française. Ce qui est retenu, notamment de la police à Paris, puisque c'est de cette ville dont vous parlez, c'est plutôt la contribution des policiers français à l'insurrection d'août 1944, où 150 policiers français, gardiens de la paix en particulier, sont morts sur des barricades, mais du côté de la barricade où ils étaient en opposition aux Allemands, et leur contribution à la libération de la ville sera beaucoup utilisée justement pour rapprocher la police de la population. Là, on a un moment très important où, d'une certaine façon, on a une politique de communication, je pense qu'on peut utiliser le terme, qui vise à entraîner une communion entre police et population autour de la résistance, et de cette résistance policière très forte à la fin de la période, destinée à masquer effectivement la collaboration, les rafles. Alors on va voir évidemment qu'au lendemain de la guerre, il n'y a pas que des policiers qui représentent l'autorité locale. Je vous propose de regarder en 1961 un garde champêtre, tout en bonhomie, qui se promène, tenez-vous bien, à cheval dans le Jura. À Saint-Germain-de-Joudes, sur les dernières pentes du Jura, le garde champêtre fait ses tournées à cheval. Il va de soi que chacun de ses administrés connaît aussi bien la monture que le fonctionnaire, et même les attentions particulières vont plutôt au brave animal. Voici 15 ans que M. Bianchi exerce ses fonctions. Voici 15 ans qu'il les exerce à cheval. Il est sans doute en France le seul dans son cas. Maintenant, si l'on cherche les raisons de cette anomalie pittoresque, on ne trouve pas de réponse. Ou une seule, mais convaincante, ancien gendarme à cheval, le garde champêtre a voulu rester cavalier. Emmanuel Blanchard, ce garde champêtre qu'on a vu très sympathique avec une dame qui nourrit son cheval, il était dépositaire quand même de l'autorité publique, non ? Oui, mais il n'a pas toujours été aussi débonnaire. À la fin du XIXe siècle, le garde champêtre, c'est la figure de l'État dans les zones rurales. Et vous savez que les histoires de braconnage, les histoires de délimitation rurale, ce sont des rugosités qui sont extrêmement fortes dans ce monde rural. Donc le garde champêtre a pu être visé comme une figure répressive de l'autorité aussi. Et il ne faut pas oublier, l'archive nous dit c'est le dernier en France. Non. À l'époque, l'Algérie, ce sont des départements français et les gardes champêtres sont beaucoup à cheval et vont être particulièrement visés lors de l'insurrection algérienne puisqu'ils représentent cette autorité coloniale dans le cas algérien. Pierre Cardot, vous aviez un garde champêtre à Chanteloup-les-Vignes ? On a eu un garde champêtre, effectivement. Et pendant tout mon mandat, pratiquement, j'ai eu l'équivalent d'un garde champêtre. J'avais un policier municipal, c'est tout. Il connaissait tout le monde. Et il philosophait des fois et il n'a jamais eu de problème. Pour vous, c'est un peu de la police. Il était non armé et ça me paraissait important. C'est un peu de la il était au contact. C'est un peu de la police de proximité ou pas du tout ?
Ça en fait partie d'une des missions de la police de proximité, être présent, être au contact, connaître les associations, travailler avec tous les réseaux qui existent sur la ville. Je dirais être un interlocuteur par rapport aux médiateurs qu'il faut aussi créer dans une ville. Bon, alors on va voir un autre personnage qui fait sourire, qui apparaît aussi dans les années 60, c'est la contractuelle. On va voir la nomination des premières par la ville de Paris, et tenez-vous bien, elles ne font pas que verbaliser, tant s'en faut. La rentrée des classes a fait apparaître un nouveau personnage à certains carrefours parisiens, Madame la contractuelle. Elles ne sont que 10 pour l'instant, spécialisées dans la surveillance de sécurité des écoliers. Elles n'ont pas de bâton blanc, mais possèdent un sifflet. Savent verbaliser, mais ne verbalisent pas. Pas encore. C'est peut-être dommage. Un sourire dans un cas pareil fera toujours plaisir. Elle ne verbalise pas encore. Je pense que si on abordait le sujet aujourd'hui, le débat serait un peu plus sévère. Et Emmanuel Blanchard, pourquoi on les appelle les contractuelles? Elles sont des policières, elles ne sont pas des policières? Alors c'est une question extrêmement intéressante, puisqu'au sein de la préfecture de police, il y a toujours eu des personnels qui étaient des personnels policiers et des personnels qui étaient des personnels non policiers. Et on voit ici une division qui est une division sexuelle du travail, tout simplement. Ces femmes ne sont pas considérées comme de véritables policiers, donc elles ont à la fois des contrats d'auxiliaire, et elles n'ont pas toutes les missions de police à cette époque, puisqu'à cette époque, pour être gardien de la paix, donc policier dans la rue, il faut être un homme, c'est un métier d'homme. Des affiches le rappelleront jusqu'au début des années 80, et les femmes ne pourront devenir gardiennes de la paix qu'à partir justement de ces années 1980. Pierre Cardot, je vous ai vu prêt à réagir. Non, je crois que vient d'apparaître quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des missions qui sont spécifiques à la police et il faut qu'on puisse la concentrer sur ces missions qui sont très particulières. Et puis il y a des missions qui sont d'ordre social. Une bonne partie du temps des policiers aujourd'hui n'est pas consacrée uniquement au travail de police. Pour quelles raisons, nous, à une époque, il a fallu que nous financions un travailleur social dans les commissariats. C'était une volonté des communes. Nous avons considéré que c'était important de dégager la police de cette mission et en même temps d'avoir cette proximité avec l'habitant. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui sont battues, etc. C'est un travailleur social qui doit les recevoir. Et donc, je crois que là, on revient dans le début de la redéfinition de ce que c'est qu'une police du quotidien. La police n'est pas là uniquement que pour sanctionner, elle a différentes missions, et dans certains cas, ce n'est pas uniquement des policiers qui doivent la remplir. D'accord. Alors, Emmanuel Blanchard, d'une phrase, ces contractuels, leur rôle, c'était d'être dans la rue et de servir un peu de support aux enfants, aux familles, pour faire la circulation, au début des années 60 ? Ça renvoie au fait que beaucoup de policiers, depuis des décennies, considèrent que le cœur de leur métier, même qu'ils sont dans la rue, c'est une forme de police judiciaire, c'est lutter contre le crime. Donc ils considèrent comme tâche indue, c'est le terme utilisé, tout ce qui ne relève pas de ce qui n'est qu'une petite partie des fonctions de police. Et donc ils sont toujours très heureux de pouvoir s'en décharger sur d'autres personnels. Aujourd'hui, les polices municipales, votre première archive le rappelait à Dijon, et à cette époque, un certain nombre de policiers ne voulaient plus faire la sortie des écoles, et ça coûte moins cher de la faire par des contractuels, qui sont des femmes, donc payées moins cher, que par des gardiens de la paix, avec leur corps, leur grille indiciaire et leurs syndicats. Alors, vous avez justement évoqué les autres missions de la police. On va voir, au moment de la création de Police Secours en 1964, dans la région lyonnaise, comment le commissaire qui en est responsable définit le rôle que peut jouer cette nouvelle force. Monsieur le commissaire, nous venons d'assister à 2 utilisations de police secours, l'une sur un accident, l'autre sur un vol. Quelles sont les autres utilisations de cette même police secours? Bien, police secours intervient très fréquemment lorsqu'il y a des alertes au hold-up qui se déclenchent sur le télématique que vous voyez. Heureusement, il y a très peu de hold-up à Lyon. D'autre part, police secours peut participer également au ramassage des blessés. Tous les garçons qui sont à police secours, les gardiens de la paix, sont secouristes et police secours dispose du matériel nécessaire pour relever ces blessés, les transporter par les moyens les plus rapides à l'hôpital. Alors, Emmanuel Blanchard, la police secours qui arrive sur place avec des secouristes, avec des brancards, c'est un peu cette autre mission de la police que vous soulignez. Oui, parce que la police, c'est un métier qu'on ne peut pas définir. La police intervient quand plus personne ne peut intervenir et quand potentiellement il y a besoin de force. Et donc, elle est appelée sur les lieux où il n'y a pas d'autres services publics, dans les situations que personne ne sait définir, d'où elle va être appelée, pas simplement sur des hold-up, mais aussi en cas de suicide, en cas d'accident, etc. Et donc, cette mission de police secours a popularisé les missions de police depuis les années 30. Avec les années 60, c'est l'arrivée du téléphone qui va permettre d'appeler directement la police, puisque finalement, quand on ne savait pas qui appeler,
on appelait police secours et ensuite c'était réparti ou pas sur des unités policières ou sur d'autres unités. Alors tout ça ne va pas suffire à faire une sorte de lien très fort et très proche justement entre la police et la population. Il va y avoir un divorce avec une augmentation très forte de la violence dans les années 60 et 70. Mais je voudrais vous poser une question parce que c'est une petite devinette. C'est un texte que je vais vous lire, essayez de trouver l'auteur et vous allez voir qu'on aborde la question de la police de proximité, mais peut-être beaucoup plus haut dans le temps. Alors je vous lis ça. Le principe, c'est la présence partout, jour et nuit, à toute heure, de nombreux agents en tenue dont chacun, chargé de la surveillance exclusive d'un espace très circonscrit, connaît à fond la population et les habitudes, se trouve toujours là, prêt à donner son appui, et par ses allées et venues continuelles, ne laisse aux malfaiteurs ni le loisir de consommer, ni même de préparer sur place leur coupable projet. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'auteur de ces lignes ? Vu les termes utilisés, j'ai envie de dire que c'est peut-être pendant l'entre-deux-guerres, là, parce que... Alors c'est même avant. C'est même avant. 1854. Mais oui, c'est le Second Empire. Je ne sais pas qui est l'auteur. Hein. Adolphe Biot, le ministre de l'Intérieur de Napoléon III. Puisqu'effectivement, ce Second Empire, c'est le moment où en France, on essaie d'apporter un modèle britannique, pour le dire très vite. Voilà. Le modèle des bobbies, inventé en 1830 à peu près avec Robert Peel à Londres. Et donc il y a une rupture. Les Britanniques ont inventé leur police en disant on ne veut pas d'une police à la française, une police continentale, une police politique. Et bien alors là, on va arriver sur une époque que Pierre Cardot connaît mieux. Évidemment, on va aborder la création en France de la police urbaine de proximité. Je vous propose d'écouter en 1999 le ministre de l'Intérieur de l'époque, Chevènement, que vous avez bien connu, Pierre Cardot, qui présente le nouveau modèle de sa police. Tout passe par le bon contact, avec le citoyen, la capacité d'aller au-devant de ses attentes, de lui parler. Et puis de bien connaître évidemment le quartier. Une police plus proche des Parisiens, c'est le but de la réforme lancée ce matin par Jean-Pierre Chevènement au commissariat central du 12e. Selon le ministre, fini les petites affaires classées sans suite, la petite délinquance et les incivilités sont dans son collimateur et donc dans celui de ses fonctionnaires. 14 000 d'entre eux sont dès aujourd'hui reconvertis en PUP, comprenez policiers urbains de proximité, un mélange de gardiens de la paix et d'inspecteurs en civil. On va essayer de redynamiser la mission de prévention. C'est-à-dire que depuis donc aujourd'hui, on aura beaucoup plus de moyens en temps surtout pour pouvoir nous occuper de tout ce qui est la prévention auprès des jeunes et surtout du suivi puisque nous sommes associés au groupe mineur. Alors c'était une révolution, hein, Emmanuel Blanchard. C'était un retour. Plutôt, on pourrait dire, cette police de proximité, puisque vous l'avez montré tout à l'heure avec l'archive, elle avait été inventée en partie à Paris sous le Second Empire. Elle a existé après la Seconde Guerre mondiale d'une certaine façon. Des îlotiers sont revenus dans les années 70. Donc on est toujours dans cette question, qu'est-ce qu'une police de proximité ? Est-ce que c'est une proximité liée au recrutement des personnes ? Est-ce qu'ils sont proches des populations par leur recrutement ? Est-ce que c'est une proximité par le territoire et l'organisation de la police ? Est-ce que c'est une proximité par les attentes de la population, mais pas aller au-devant des attentes de la population ? Demander quelles sont les attentes de la population, ce qui est le principe du community policing américain. C'est un peu pour vous que je fais ça, Pierre Cardot. On va voir ce que vous disiez à l'époque de la réforme de Chevènement. D'ailleurs, qu'en partie, je crois, vous avez voulu. Écoutez cela. Est-ce qu'il faut plus de policiers sur le terrain ou est-ce que c'est vécu comme une provocation par les jeunes ? Le climat qui règne dans les quartiers fait qu'il arrive que la présence policière soit considérée comme une provocation, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à cela. Nous avons besoin de policiers dans les quartiers, simplement peut-être faut-il s'interroger de savoir pourquoi nous en avons en France plus qu'ailleurs en Europe par habitant, et pourquoi nous avons les problèmes que nous connaissons. Je crois que nous avons besoin d'avoir beaucoup plus d'inspecteurs de police, de gens qualifiés, qui sont capables de mener les enquêtes et d'appuyer les brigades spécialisées qui luttent contre les noyaux durs de la délinquance dans les quartiers. C'est ça qu'il nous faut, et non pas des auxiliaires, des assistants, et des gens dont on dit qu'ils vont îloter, mais îloter pourquoi ? Bon alors Pierre Cardot, vous étiez assez critique finalement par rapport à cette réforme. Pourquoi ? Non, il n'y a pas que la police de proximité pour le dialogue. Il y a tout un tissu associatif qui doit être là. Il y a, moi, ce que j'ai mis en place, parce que chaque fois qu'il y avait des émeutes, on m'appelait, il fallait que je descende la nuit pour aller tenter de calmer le jeu. C'est pour ça que j'avais l'écharpe blanche, pour que j'étais ni flic ni voyou. Je me suis dit à un moment donné, mais si je dois être là en permanence pour calmer les tensions, etc., c'est qu'il faut une autre mission. Et cette mission, c'est ce que j'appelle la médiation. J'ai mis en place des médiateurs. J'en ai mis dans les trains, j'en ai mis dans les bus, j'en ai mis partout. On m'a demandé d'expérimenter tout ça. Ça fonctionne. Ça, c'est la première ligne. Sauf que quand ça va très mal,
la médiation se retire et c'est la police qui intervient, effectivement. Mais il faut qu'on ait une première ligne qui soit là pour réguler les tensions, tenter d'apaiser. Ça évite que la police vienne pour rien. Vous dites en gros qu'il y a chacun son rôle. Mais Emmanuel Blanchard, est-ce que c'est pas aussi quand même, quand on parle de police de proximité ou de police de sécurité du quotidien, une façon plus humaine, au fond, de gérer la relation avec le public ? Alors, je ne sais pas quel contenu de la réforme à venir. Tout le monde a souligné le flou du discours du président Macron hier. Mais en France, de toute façon, il y a un problème qui est structurel. À partir du moment où vous avez une police qui est une police nationale, avec un recrutement national, on a, au-delà des difficultés d'effectifs qui sont réelles, des densités policières qui sont très différentes d'un territoire à l'autre, on a dans les territoires où les problèmes sont supposés les plus aigus au niveau de la rue, en tout cas, si on se concentre sur la question de la rue, des jeunes fonctionnaires qui ne connaissent pas les territoires et qui ne passent que quelques années. Donc vous ne pouvez pas inventer, de toute façon, une police de l'interconnaissance, une police de la régulation sociale, une police de la médiation, si les personnes qui sont dans ces territoires ne les connaissent pas. D'accord. Alors, on va voir justement que votre famille politique, Pierre Cardot, va décider au tournant des années 2000 avec Nicolas Sarkozy de supprimer la police urbaine de proximité et on va voir comment le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, l'annonce à Toulouse. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. Cette leçon infligée au chef de la police toulousaine est un symbole. Nicolas Sarkozy l'avait bien préparée, elle annonçait déjà un changement de cap. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Pour obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre la délinquance, le ministre de l'Intérieur semble faire le pari inverse de celui de ses prédécesseurs socialistes. Il préconise un redéploiement des forces de police, une redéfinition des priorités données jusqu'ici à la police de proximité. Nicolas Sarkozy voudrait plus d'investigation, plus d'interpellation, moins de prévention. Voilà ce qu'il préconise dans sa circulaire. La circulaire, elle n'est pas la remise en cause de la police de proximité, c'est la remise en cause d'un certain dogmatisme qui faisait que le policier était souvent considéré par certains comme un éducateur de rue, un psychologue, voire un maître d'école. Alors, Pierre Cardot, qu'est-ce qui fait que votre famille politique, à l'époque c'était l'UMP, est contre l'idée socialiste d'une police de proximité ? Je pense qu'il y a des gens qui ont tendance à faire des déclarations un peu abruptes. Personnellement, je considère qu'on a eu raison de créer une police d'investigation. On n'avait pas réellement de suivi de différents délits commis dans les quartiers. Donc il fallait une police d'investigation. Mais il n'empêche que pour la créer, et près de nombreuses brigades spécialisées, dans les transports notamment, on a prélevé tous les effectifs du terrain, ce qui fait que maintenant on n'a quasiment plus personne au niveau de la police nationale qui patrouille dans les quartiers, à pied. Bon, ça, à mon avis, ce n'était pas l'objectif. Il fallait à ce moment-là générer d'autres effectifs, mais on ne pouvait pas déshabiller les uns pour habiller les autres. On avait raison de dire qu'il faut une investigation, parce qu'il faut des sanctions. À un moment donné, il faut que les enquêtes aboutissent. Mais comment voulez-vous identifier les gens à partir du moment où vous n'avez plus la police dite de proximité qui est capable de savoir de qui on parle ? Et qu'est-ce qui se passe et comment vit ce quartier, et d'avoir des réseaux qui permettent d'avoir des renseignements. Donc il fallait quand même qu'il y ait quelques matchs de rugby organisés par la police ? Écoutez, je suis désolé, mais je me rappelle des policiers nationaux qui effectivement faisaient des matchs de foot pendant les vacances. Ils étaient moqués par un certain nombre d'autres policiers du commissariat. Il n'empêche que ceux-là, c'est eux qu'on envoyait. On n'avait pas besoin d'encercler le quartier pour faire venir les jeunes au commissariat. D'accord. Alors Emmanuel Blanchard, un peu notre dernière question aujourd'hui. Est-ce que le retour des patrouilles, ça peut empêcher des débats qu'on a sur le harcèlement de rue? Est-ce que ça peut permettre de repérer justement des conduites? Est-ce qu'on peut avoir au fond quelque chose comme une police des comportements, une police des conduites? Alors, est-ce que les conduites sont juste à policer dans les espaces urbains et dans la rue? C'est la véritable question, puisque vous nous parlez de la question du harcèlement sexuel, des violences faites aux femmes. Certes, elles existent dans la rue, mais elles existent aussi dans beaucoup d'autres espaces. Les affaires récentes le montrent très bien. Et donc, de ce point de vue-là, la police ne peut pas faire changer complètement les comportements. Et ce n'est pas le rôle d'une patrouille policière d'être capable de renverser la domination de genre d'une certaine façon, même si elle a un rôle très important. Vous ne pensez pas que le gouvernement va leur demander?
Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais je suis pas là pour le commenter. En revanche, la police est là pour saisir les plaintes et faire en sorte que la parole soit entendue, puisqu'il y a une demande des victimes que leur plainte soit saisie et qu'elle puisse être judiciarisée. Pierre Cardot, on lui demande trop à la police, c'est un peu la question de fin. On lui demande beaucoup, mais je pense qu'il faut réfléchir clairement, et avec elle et avec les autres acteurs qui agissent sur la sécurité, on a bien vu que le champ est large, pour définir quelle sera la mission réelle de la police de proximité et qui va l'aider à accomplir cette mission. Elle ne l'accomplira jamais toute seule. Par contre, il faut éviter une erreur qui a été commise et qui a fait que la police de proximité a un peu échoué à un moment donné, c'est qu'on a multiplié les points de police. L'objectif, ce n'est pas de multiplier les petits commissariats de quartier, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour immobiliser les gens, on est là pour qu'ils patrouillent. C'est complètement différent. Donc vous m'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas travailler bien tout seul, il faut travailler en équipe. Ce sera un petit peu la leçon que je retiendrai de votre perception de la police. Alors je vous remercie beaucoup et je rappelle vos livres, Pierre Cardot, donc On a regardé les archives, un livre que vous aviez écrit à deux voix avec Claude Dillin, le maire de Clichy-sous-Bois, Deux mères courage, aux éditions Autrement, et vous, Emmanuel Blanchard, La police française et les Algériens, c'est chez Nouveau Monde Éditions. Pour ma part, je voudrais signaler un beau livre des éditions Delpire, qui ont été fondées par Robert Delpire, disparu il y a peu. C'est un livre qui s'appelle « C'est de voir qu'il s'agit », qui rassemble des textes, des considérations sur des clichés de la part de Delpire, avec de grands photographes qui sont mobilisés, de très belles images de Sarah Moon, de Robert Frank, de Henri Cartier-Bresson, et des photos signées par, au fond, les plus beaux regards de cette époque. Donc c'est de voir qu'il s'agit, c'est aux éditions Delpire. Merci encore, messieurs. Après avoir reçu la notification officielle du secrétaire d'État américain, je souhaite exprimer en tant que secrétaire de l'UNESCO mon profond regret de la décision des États-Unis de se retirer de l'UNESCO. L'autre info dans le rétro, cette semaine, nous emmène à Paris, au siège de l'UNESCO, désormais occupé par une Française, Audrey Azoulay, qui doit faire face à une grave crise. Comme l'annonçait Irina Bukova, que nous venons d'entendre, les États-Unis et Israël ont décidé de quitter mi-octobre l'UNESCO. Une instance très importante qui a lutté pour l'alphabétisation et la scolarisation de dizaines de millions d'enfants partout sur la planète et qui soutient la liberté d'expression, socle de la démocratie. Pour Donald Trump, l'institution est mal gérée, tiens. Il lui reproche aussi son parti pris anti-israélien avec la reconnaissance de l'État palestinien et l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité de la vieille ville d'Hébron, qualifiée de ville islamique. Ce n'est pas la première fois qu'un président américain décide de quitter cette organisation internationale. En 1984, déjà, Ronald Reagan avait renoncé à participer à l'UNESCO, dont les États-Unis étaient le plus gros contributeur. Écoutez ce que disait son ambassadrice, Jean Gerard, pour expliquer la décision. Madame, que reprochez-vous à l'UNESCO? Nous trouvons que l'UNESCO est mal gérée, que le budget accroît d'une façon ridicule vis-à-vis de l'efficacité des programmes et que c'est surpolitisé. Quels exemples de politisation pouvez-vous donner? Vous avez par exemple le programme en Afghanistan pour la formation des enseignants qui est essentiellement géré par les soviétiques. Alors là, on peut vraiment dire que ça peut donner à l'indoctrination d'un peuple. Et je trouve que ce n'est pas le rôle de l'UNESCO. En 1984, les États-Unis ont donc quitté l'UNESCO et n'y sont revenus qu'en 2003. Ronald Reagan et Donald Trump ont donc pris une même décision de retrait. Mais ne nous y trompons pas. La différence entre les deux leaders est grande. Reagan agissait en pleine guerre froide et menait le combat mondial contre le communisme, alors que Trump joue l'Amérique d'abord, avant tout pour satisfaire son électorat, qui ne veut plus payer pour des dépenses extérieures. Comme chaque semaine, c'est une personnalité venue du passé qui nous dit au revoir. Et cette semaine, clin d'œil à l'interview présidentielle d'Emmanuel Macron, c'est le général de Gaulle qui nous salue à la fin d'une conférence de presse. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et j'ai l'honneur de vous saluer. Vive la France! L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.